Le vrai enjeu, ce n'est pas l'enrôlement dans l'armée. Le vrai enjeu, c'est comment on fait en sorte de récupérer les territoires perdus de l'État d'Israël. On le voit avec le secteur orthodoxe qui s'organise littéralement des villes fermées et qui ne se sentent pas en communauté de destin avec les citoyens israéliens, l'ensemble des autres citoyens israéliens. Le plaisir d'être en ligne avec David Ben Ishai. David, bonjour, Boker Tov. Boker Or. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes membre du parti des démocrates, du parti de Yair Golan, et c'est pour cela que nous vous avons sollicité, parce que Yair Golan a fait hier, ou apparemment en tout cas hier ça a été publié, mais des déclarations qui ont surpris sur une possible alliance au lendemain des élections entre le parti des démocrates et les partis orthodoxes, alors que jusqu'à présent on avait le sentiment que les partis orthodoxes étaient hors du jeu pour on va dire l'opposition actuelle, surtout avec en toile de fond la fameuse loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot et le refus, on va dire des orthodoxes de s'enrôler dans l'armée israélienne. Depuis, Yair Golan s'est apparemment rétracté. Alors je voudrais que vous nous expliquiez ce qui s'est passé, puis quelle est la position du Parti des démocrates, à votre avis, sur ce dossier? Alors, premièrement, je crois qu'il ne faut pas entre guillemets, valider, blanchir, qu'on dira ce qu'on voudra sur la loi de Bismuth. Tout le monde dit aujourd'hui que c'est une mauvaise loi qui ne fait qu'encourager d'une certaine manière le fait de ne pas s'enrôler. Je crois à mon avis, il y a une vraie question, et je pense que ça, c'est quelque chose qui tient à cœur de l'ensemble des députés et de l'ensemble des démocrates. Il y a une vraie question de fond, c'est pas juste la question de l'enrôlement, c'est la question de l'État dans l'État. C'est la question dans quelle mesure, sociologiquement, vous avez un groupe qui est en marge de la communauté de destin que représente l'État d'Israël et le peuple d'Israël. Et là, il y a un vrai enjeu, c'est un vrai enjeu qui est à la fois sociologique et historique. On a besoin de trouver les terrains qui permettent d'intégrer et de faire participer le public orthodoxe à la société israélienne. Moi, par exemple, et je même pense s'il ne le veut pas. Non, attention, il faut. Premièrement, je suis désolé, mais dans un pays de droit, il y a une coercition qui relève des fonctions régaliennes de l'État. Oui. L'État nous impose des choses, nous impose des limites sur la route quand on conduit, nous impose, et ces règles de coercition légale de l'État s'imposent à tous les citoyens, déjà. Et aujourd'hui, cette coercition existe vis-à-vis de tous les publics qui ne sont pas orthodoxes, et évidemment, sur la question arabe, j'y reviendrai. Je pense qu'aujourd'hui, la vraie grande question qui se pose, c'est dans quelle mesure nous devons faire en sorte que des jeunes, entre 18 et 21 ans, participent du bien commun, de l'action commune, de la communauté de destin de l'État d'Israël. Et donc, je pense que la question de l'enrôlement dans l'armée n'est pas suffisante. Il faut penser les choses à une autre échelle. C'est aussi une manière, et je pense, j'ai entendu Golan là-dessus, j'ai entendu aussi Eisenkot là-dessus, j'ai entendu Gilad Kariv là-dessus, c'est dans quelle mesure on intègre l'ensemble du public de 18-21 ans, qu'il soit arabe, qu'il soit riloni ou religieux, ou qu'il soit arabe. Je pense que c'est ça notre vrai défi. C'est pas juste le fait d'envoyer des soldats, de convertir entre guillemets des orthodoxes qui sont en yeshivot, de les convertir pour aller à l'armée. Mais il y a une réalité. Il manque des soldats. La deuxième chose, de ce qui a été évalué, de ce que j'en comprends, c'est autour de 10-15 000. Et donc, ce n'est pas l'ensemble du public orthodoxe. Se pose aussi la question du public arabe. Donc, la vraie grande question, c'est comment nous faisons. Ouais. Comment ? Non, mais je vous entends, j'entends ce discours. Je le trouve très conciliant. Surtout par rapport au discours que Yair Golan tient, par exemple, envers le sionisme religieux. Il est très critique envers le sionisme religieux, alors que, on le sait, les combattants du sionisme religieux, sur ce plan, les combattants du sionisme religieux montent au front. Il y a énormément de combattants de cette mouvance sioniste religieuse dans l'armée israélienne et dans notre... Non, Daniel, c'est sur un autre registre. La critique est faite pas sur le registre de l'armée. Les démocrates, ou quels que soient les partis de la coalition, ne viennent pas en revendication vis-à-vis du sionisme religieux par rapport aux questions d'enrôlement. C'est pas du tout au contraire. Et par rapport à quoi ? Le sionisme religieux est frontalement opposé aux orthodoxes sur la question de l'enrôlement. Donc non, c'est pas sur ces questions-là. C'est sur d'autres questions. Mais ça, c'est pas le débat du jour. Le débat du jour, c'est l'intégration des orthodoxes. Le vrai enjeu, ce n'est pas l'enrôlement dans l'armée. Le vrai enjeu, c'est comment on fait en sorte de récupérer les territoires perdus de l'État d'Israël. À tous les niveaux de la société, il y a des lieux qui ont été abandonnés et par confort,
et on a acheté, entre guillemets, certains lieux où il y a, d'une certaine manière, une autonomie interne, et l'État d'Israël se constitue de pôles, comme ça, de territoires, où chacun fait sa loi. On le voit dans le secteur arabe avec la criminalité, on le voit avec le secteur orthodoxe qui s'organise littéralement des villes fermées et qui ne se sentent pas en communauté de destin avec les citoyens israéliens, l'ensemble des autres citoyens israéliens. C'est ça le vrai enjeu. C'est pas la question de l'enrôlement. La question de l'enrôlement, c'est d'une certaine manière un symptôme. Le fond du problème, c'est dans quelle mesure tous les citoyens d'Israël participent du bien commun, participent des règles communes. On l'a vu avec le corona, où le taux de mortalité, malheureusement, dans le public orthodoxe était plus élevé que le taux général. Donc on a besoin de rappeler à toutes les composantes de la société israélienne qui font partie d'un seul et unique pays, avec un état de droit, avec des règles, Alors, même si on est amené à penser ces lois et ces règles avec l'ensemble des partenaires. Alors, mais vous avez une idée, vous, David, sur la manière dont on doit agir pour justement persuader ce monde orthodoxe de rentrer, on va dire, dans la cité et de partager pas seulement le fardeau sécuritaire, c'est ce que vous dites, mais on va dire l'ensemble des fardeaux civiques. Daniel, je travaille au quotidien en tant que consultant d'environnement avec des villes orthodoxes. Je travaille à Beitar Élite, je travaille à Modi'in Élite, je suis en quotidien déjà je travaille avec des gens qui sont particulièrement étonnants d'un point de vue, moi je travaille avec des directeurs de sociétés d'économie mixte qu'on appelle les Hakal. C'est une directrice, elle est extrêmement pointue en matière de nouvelles technologies, en matière des questions d'énergie. Donc je suis désolé, vous avez un ensemble de publics qui aujourd'hui sont beaucoup plus proches en réalité des vraies préoccupations. Le problème qu'on a, c'est le décalage qu'il y a entre les publics et leur leadership, que ce soit les rabbins ou les politiques. Et souvent, les positions des rabbins et des politiques ne sont pas nécessairement de l'intérêt des populations elles-mêmes. Alors évidemment, vous avez des composantes différentes. Je travaille avec des Lituaniens, je travaille avec des Chassidim, je travaille avec des composants de chasse, puisque je donne une conférence dans les prochains jours sur l'énergie solaire avec ces publics. J'ai rencontré moi-même dans les différents lieux où j'ai été, je parle un exemple de Beitar Élite, de jeunes dans une yeshiva qui disaient leur souci de ce qui se passait et l'envie de servir dans l'armée. Aujourd'hui, vous avez un problème, c'est que vous avez des failles profondes entre des publics qui ont été élevés, entre guillemets, dans une certaine fidélité et d'écouter leurs rabbins et leurs politiques, et du il y a des cassures qui sont en train de se présenter, notamment sur la question de l'emploi des femmes. Vous avez une vraie révolution silencieuse au sein du monde orthodoxe, où ce sont les femmes qui travaillent, qui font les enfants, qui s'occupent du ménage, etc., qui tiennent l'ensemble de la maison. Vous avez aujourd'hui, et cette révolution-là se passe autant d'une certaine manière sur des aspects assez différents dans le monde arabe que dans le monde orthodoxe. Donc vous avez des choses qui se passent, des fractures de fond, mais aujourd'hui, le public, des rabbins et des politiques qui représentent le monde orthodoxe sont en décalage, ils ont besoin de maintenir des dépendances, et vous avez un public qui, lui, aspire à évoluer. Vous le voyez aussi avec ce qu'on appelle le mamlarti Haredi. Vous avez les écoles qui sont d'État Haredi. Vous avez une tendance aujourd'hui de nombre de publics Haredim qui vont vers ces écoles-là. Donc aujourd'hui, il y a des vrais enjeux complexes. Et c'est pour ça que vouloir réduire sur des formes de slogans politiques à la question de l'enrôlement des Haredim, à mon avis, c'est voir le problème par le petit bout de la lorgnette. Vous avez des vrais enjeux. Et je pense que c'est ça, l'épaisseur et l'intelligence politique, c'est de comprendre ce qui se joue sociologiquement avec les différents publics de l'État d'Israël. On le comprend. Je voudrais profiter qu'on se parle pour avoir votre appréciation sur certaines déclarations, même qui sont peut-être pas tout à fait récentes, mais de Yair Golan, en particulier sur cette déclaration qu'il avait faite il y a quelques semaines sur lors de son s'il devait former un gouvernement ou participer à un gouvernement, eh bien, il veillerait à fermer la chaîne 14 et il veillerait à limoger le chef du Shin Bet, David Zini. Vous cautionnez ce genre de déclaration ? Je cautionne le fait d'engager des démarches pour fermer la chaîne 14 et de remettre en question très sérieusement au regard de ce qui est en train de se passer avec David Zinin. Et je lis mon propos à ce qui se passe avec Betzalel Zini, puisque c'est très clair dans la définition du poste du directeur du Shabak, le fait qu'un proche très proche puisse être en lien et faire du trafic
voire en lien économique avec le Hamas, effectivement, ça fait tâche, et ne serait-ce que de ce point de vue-là, des conditions dans lesquelles il a été engagé. Oui. Mais bon, mais concernant, il y a deux choses. Il y a dans quelle mesure... Non, je veux dire, David, je vais affûter ma question. C'est-à-dire, vous parlez justement de contexte, par exemple pour les orthodoxes, etc. C'est pas vraiment cette déclaration, ce sont des déclarations, mais ça reflète pas véritablement un positionnement de démocrate ou qui permet la liberté d'expression ou qui laisse d'une certaine manière agir quelqu'un qui n'a absolument aucun soupçon personnel, pour le cas de David Zini. C'est-à-dire, ce sont des déclarations, on va dire, de dictateurs plutôt que de déclarations de démocrates. Ah bon ? Non, mais ça, c'est formidable, c'est extraordinaire, Daniel. C'est-à-dire qu'on fait le procès aux partis de l'opposition et notamment aux démocrates d'être antidémocratiques, quand toutes les mesures depuis des années maintenant, pour être suffisamment au courant de tous les dossiers politiques intérieurs qu'il y a en Israël, que nous sommes dans des mesures les unes après les autres qui sont antidémocratiques. Non, de grâce, ça fait partie finalement de toute la rhétorique de venir, qu'on retrouve dans les populismes, de venir attaquer l'opposition, donc ceux qui ne sont pas aux affaires, et de les traiter d'antidémocratiques. Non, je suis désolé. Non, mais par exemple, fermer la chaîne 14, qui est une chaîne privée, d'accord ? C'est pas une chaîne publique, comme par exemple le Galet Tzahal que le gouvernement voudrait fermer. C'est une chaîne privée, qui est payée par les deniers d'un Israélien. Pourquoi se jeter ? Mais pourquoi un peu plus ? Mais pourquoi s'acharner ? C'est comme si, par exemple, demain, le gouvernement décidait de fermer le Haaretz. Vous seriez tous dans la rue au Parti des démocrates. Donc pourquoi ? Bon, mais vous croyez quoi ? Vous savez, fermer Haaretz, c'est pas seulement dire on va fermer Haaretz, parce que ça passerait pas à Bagat. Mais quand vous dites à toute la fonction publique de l'État d'Israël de ne plus s'abonner à Haaretz, c'est une façon d'entamer d'une certaine manière la position d'Haaretz. Concernant la chaîne 14, je suis désolé, à partir du moment où elle respectera la déontologie journalistique, évidemment, on ne se posera pas la question. Aujourd'hui, il y a des intérêts dont bénéficie la chaîne 14 qui sont complètement en marge des règles de financement de l'audiovisuel public. Donc, de grâce, si on veut mettre les choses à plat, moi, j'ai pas de problème que A14 existe ou n'existe pas, mais qu'elle se lie, qu'elle soit exactement au même niveau, aussi bien pour les droits et les devoirs en tant que chaîne. Elle est au même niveau, elle est même... La déontologie journalistique. Donc, de grâce, mettons les choses à plat. Aujourd'hui, vous n'avez pas une seule chaîne qui a autant de procès pour diffamation. Ouais. Excusez-moi, on n'est plus dans le journalisme. On est aujourd'hui dans une office de propagande qui est la 14. Donc, il faut mettre les choses à plat. La fermer purement et simplement, non. Mais aujourd'hui, mettre les choses à plat de manière à ce que la chaîne 14 soit exactement au même niveau que les autres chaînes privées dans ses droits et dans ses devoirs. Alors, aujourd'hui, vous avez des privilèges qui sont accordés à la 14 qui ne sont pas acceptables démocratiquement, Daniel. D'accord. Bon, on verra. Écoutez, on a encore le temps de voir si effectivement le gouvernement change, si Yair Golan fait partie de ce gouvernement et s'il aura les moyens et la majorité pour faire fermer la chaîne 14, ce qui n'est pas tout à fait évident, il faut bien l'avouer. Je vous rappelle que Bennett a lui-même énoncé le fait que, arrivé aux affaires, il y a un certain nombre de choses qui seront mises à place sur les fonctions principales et toujours dans aussi. Oui, toujours dans le respect, bien entendu, de la démocratie et exactement. Voilà, bien entendu. D'accord. Bien, merci beaucoup, David Ben Ishai. Merci beaucoup de nous avoir éclairé donc sur la position du Parti des démocrates, en particulier donc sur sa relation avec le monde orthodoxe et en particulier donc l'enrôlement des élèves des yeshivot. Mais merci beaucoup pour cet éclairage. À bientôt. Bonne continuation. À bientôt, David. Merci. Merci.